Le premier talon d'Achille de l'entrepreneur, c'est lui. Si toi t'es cramé, si moi je suis cramé, on n'avance pas. La première valeur dans laquelle investir, c'est vous. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Anthony Babkin, entrepreneur social et cofondateur de Diversides. Bonjour Anthony. Salut Thierry. Alors Anthony, bienvenue sur le podcast. C'est un plaisir de te recevoir. Tu sais que tu nous viens recommander par l'une de nos dernières invitées, Jean Guo de Connexio, entrepreneuse sociale tout comme toi. Jean nous avait beaucoup inspiré, donc pas de pression. Anthony, laisse-moi rapidement retracer ton chemin. Tu grandis à Évry, en banlieue parisienne, dans une famille issue de la classe moyenne. Ta maman est commerciale et ton papa ingénieur du son. Et eux qui n'ont pas fait d'études vont te pousser dans cette direction et, comme tu le dis toi-même, te biberonner à l'ambition. Le chemin n'est pas sans embûches. Tu rencontres des difficultés scolaires, tu redoubles et tu es finalement orienté vers un CAP cuisine. Tu finis par décrocher ton bac et tu rejoins la fac pour étudier le marketing et la communication, ce qui te mènera au CELSA à la Sorbonne et à l'Institut Mines Télécom. À 21 ans, tu montes ta première boîte dans l'événementiel, mais le projet fait long feu, essentiellement par manque de confiance. Tu dis que tu fais plein de choses bien, mais que tu ne le sais pas. Tu multiplies ensuite les expériences en entreprise, Engie, Bouygues et bien d'autres, toujours dans ton domaine de prédilection, le marketing digital et les réseaux sociaux. Tu apportes même ces compétences à l'antenne, où tu chroniques sur BFM Business pendant 5 années. Tu entres ensuite chez TWA Corporate, l'une des plus grosses agences de pub parisiennes, et à tout juste 30 ans, tu es promu DG adjoint. Tu devrais te réjouir d'avoir emprunté le fameux ascenseur social, d'avoir les attributs de la réussite et payer, comme tu le dis, des impôts équivalents au salaire de ta maman. Mais tes racines te manquent. Tu ne retrouves plus ce à quoi tu es attaché, tes valeurs, ta sincérité, la diversité ethnique et sociale, la camaraderie de ton quartier d'enfance. C'est à ce moment que naît l'idée de Diversides. Tu sors alors du corporate et tu lances en 2017 avec Mounira Hamdi, cette association qui donne la voix à des talents de la tech qu'on ne voit pas et qui veut faire du numérique un levier d'ascension sociale pour toutes et tous, quelle que soit leur situation, leur origine ou leur orientation. En 7 ans, Diversides a connu une réussite phénoménale en accompagnant depuis plus de 400 entrepreneurs et formant 12 000 personnes au métier et l'entrepreneuriat dans le domaine de la technologie. Ton travail a été d'ailleurs largement reconnu, notamment en intégrant le programme des leaders européens de la Fondation Obama il y a 2 ans et en arrivant en tête du classement des 35 jeunes leaders positifs de moins de 35 ans, dressés par les Échos et Positive, et plus récemment au travers de l'honneur qui t'a été fait d'être l'un des porteurs de la flamme paralympique. Anthony, tous ceux qui te connaissent disent que tu débordes d'énergie et que ta détermination à promouvoir l'égalité des chances ne faiblit jamais. Grâce à ta grande capacité de résilience, tu continues à transformer tes expériences en force motrice pour un changement positif et une société plus inclusive et plus juste. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te faire réagir sur le chemin que je viens de retracer. Anthony, qu'est-ce que ça évoque pour toi et qu'est-ce que tu ressens en reparcourant ce chemin ? Bah déjà bravo, tu as une capacité de résumer 37 années de vie en très peu de temps, ça me touche beaucoup. Non, tu m'as demandé pour faire un test micro, ce que je mangeais au petit déjeuner, et j'allais te dire de l'hypersensibilité, donc pour démarrer le podcast, c'est dur. Mais non, écoute, qu'est-ce que je ressens ? Je ressens, en fait, je me dis qu'on n'a pas tous le même cardio. Que je fais partie des rares personnes qui sont passées entre les mailles du filet d'un système qui, malheureusement, aujourd'hui, si tu rentres pas dans les bonnes cases du système scolaire, si tu rentres pas dans les bonnes cases de ce que c'est qu'un bon élève, de ce que c'est qu'une personne qui comprend tous les codes de notre société, qui est capable de naviguer et de comprendre aussi les codes d'écosystèmes très, très codifiés, l'entreprise, le monde politique, le monde économique, bah, que tu peux très vite ne pas sortir du lot. Donc, je fais partie des chanceux. Je dis pas que c'est que la chance. Il y a beaucoup de travail aussi, mais des chanceux qui sont passés entre les mailles du filet. Et on n'est pas très nombreux. Et donc, moi, ça me réinterroge quotidiennement quand tu me dis ça sur l'énergie qu'il faut. Et peut-être la fierté ou l'abnégation, le courage, la volonté, le travail, j'en sais rien. Tout ça mélangé pour arriver un tout petit peu à sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, mon combat, c'est de faire en sorte que beaucoup plus de gens montent dans l'ascenseur social
qui est même plus en panne. Là, il est grippé. Ça fait des années qu'il s'est grippé et ça doit nous réinterroger sur les questions juste de mobilité sociale dans notre pays et comment on fait pour que ça change. Alors Anthony, il y a une première question que j'ai vraiment envie de te poser, c'est à quel moment tu as su que ta mission de vie serait d'aider ceux qu'on n'entend pas, justement, et à faire entendre leur voix, notamment dans le monde du numérique? C'est super récent, en fait, parce que déjà, je me suis pas levé un matin en disant je vais être la voix de qui que ce soit. Enfin, ce serait ultra présomptueux. Mais c'est à force du chemin de vouloir se rendre utile où en fait tu te rends compte qu'on te pousse à parler pour les autres parfois, à dire mais toi t'as compris le problème, donc vas-y, lance-toi, parle pour nous. C'est pas toujours un exercice évident parce que moi je l'ai pris sous sa grande composition. Je viens plutôt de la diversité sociale. J'ai un nom à consonance étrangère. J'ai des parents qui sont de la petite classe moyenne, qui n'ont pas eu de diplôme du supérieur. Donc en fait, c'est plutôt ces sujets-là qui me touchaient de prime abord. Et plus j'ai parcouru, on va dire, le sujet des discriminations, rencontrer des gens différents, plus je me suis dit, mais en fait, on est très nombreux à être heurtés, pas pour les mêmes raisons, mais les conséquences sont les mêmes. Syndrome de l'imposteur, on doute, on n'a plus envie, on perd la motivation, etc. Et je suis obsédé aujourd'hui par le pourquoi on perd confiance en nous, pourquoi on perd notre dignité. Et donc, c'est le sujet des discriminations qui est venu me cueillir, on va dire. Et donc, depuis quelques années, je porte la voix un peu plus sur ces sujets-là parce que ça m'obsède de savoir pourquoi un certain nombre de gens sont bloqués dans leur parcours, dans leur carrière, alors que quand tu les vois, prime abord, ils sont brillants, ils sont intelligents, ils sont talentueux, ils ont du potentiel, mais le système les a un peu condamnés. Tiens, ton niveau de diplôme, t'as pas la bonne école. On leur dira jamais comme ça, mais en tout cas, les conséquences seront celles-ci de t'es bloqué dans le film. Est-ce que toi-même, tu as souffert de cette discrimination? Est-ce que ça a été un levier pour toi de mobilisation? Ça fait un petit moment que je commente sur des rendez-vous comme le tien, comme des podcasts, tu vois, où tu racontes un peu le pourquoi et où je parle d'échecs scolaires et je suis tout juste en train de diagnostiquer le pourquoi. J'ai mis du temps à faire ma propre introspection. Et ce que je comprends en parlant à des gens qui me comprennent, c'est-à-dire des coachs ou des psys ou quoi que ce soit, c'est que pour moi, le système scolaire est une vraie broyeuse, d'être toujours un peu en marge. Tiens, Anthony est dans la lune. Anthony, il n'est pas concentré. Anthony, il est insolent. Anthony, il a des mauvaises notes. Anthony peut mieux faire. Donc, quand tout ça, tous tes carnets, ils sont, tu vois, griffés de rouge avec des résultats pas positifs, bah, tu finis par te dire que tout ça est vrai, quoi. En fait, que insolent, pas sérieux, pas mal. Ta réalité, ouais. Ouais, et donc, en fait, si pendant 10 ans, tu renvoies à un enfant ces signaux-là, forcément, il finit par, s'il y a pas d'instance solide à côté, genre les parents, la famille ou quoi que ce soit, tu t'écroules. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir des parents conscients que peut-être je valais mieux que ce que le système scolaire avait noté, jugé. Et après, je crois que ça re-questionne même le système tel qu'il est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que si ton enfant, il rentre pas pile dans le moule, et là, tu vois, moi, j'ai diagnostiqué une hypersensibilité. Il y a un être humain sur 5 sur cette planète qui est hypersensible. Et je te dis ça, mais j'aurais pu parler d'autres facteurs sur le handicap visible, invisible, plein d'autres choses. Donc, en fait, on voit bien que nos systèmes soit intègrent le classique, quoi, quelqu'un qui est à peu près foutu comme les autres. Et pour tous ceux qui rentrent pas dans la case, ça va être compliqué. Et c'est comme ça qu'on finit un peu en marge, un peu en difficulté, un peu en classe relais, en classe moins bien. Et puis après, va bosser et va sur une voie sans issue, tu vois. D'accord. Donc, tu disais plutôt une découverte récente. Donc, est-ce qu'il y a eu un moment de pivot? Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que tu as pris cette conscience? Plus l'association a évolué, son impact, sa visibilité aussi, plus j'ai dû faire face à de l'adversité. Alors c'est une petite part de gens qui vont dire c'est pas bien, c'est pas sérieux, ou j'ai pas été sélectionné, ou je sais pas, plein de critiques potentielles. De toute façon, plus t'es visible, c'est même une punchline qu'on avait dans la com de dire plus t'es visible, plus t'es nuisible. Donc de toute manière, quand tu prends de l'espace, il y aura toujours quelqu'un que ça déplaît en te disant mais tu t'exposes à la critique. Oui, ou de la jalousie, ou quelqu'un qui va te dire en fait oui mais nous on était là avant vous, ou t'as pas inventé l'eau chaude, nous on savait faire avant vous. Et c'est vrai que cette adversité là, moi à titre perso, je l'ai assez mal vécue parce que je me suis dit j'ai pas fait ça pour souffrir comme dirait l'autre. Et donc je me suis vraiment remis en question en disant est-ce que je suis pas intègre, qu'est-ce que j'ai refait mon introspection de qu'est-ce que j'ai mal fait, un peu comme si je revoyais ma copie en disant où est-ce que j'ai pas été bon. Et en fait non, j'ai compris que c'était la règle du jeu. Plus ce que tu fais va grandir, plus tu auras aussi une part de gens qui n'aiment pas.
Donc gérer l'adversité, c'est un vrai sujet et je pense que pour n'importe quelle personne qui monte un projet, c'est aussi toujours important à avoir en tête, c'est que dans les règles du jeu, il y aura l'adversité. Ouais. Et quand C'est vraiment intéressant parce que c'est un thème de ce podcast, effectivement, comment tu vas, au long du chemin, gérer les moments de doute et d'incertitude et on sera amené à y les gens revenir. pas gentils. Alors, tu sais, Anthony, ce podcast, il traite du thème de la transformation et ton parcours en est vraiment riche. Est-ce que tu peux partager, toi, avec nous, la manière dont tu as pris conscience de ton potentiel de transformation et comment tu as procédé pour trouver ton chemin, finalement? Waouh, question ultra complexe. Je dis souvent que moi, je fais rien seul. Je suis un garçon qui a toujours réussi les choses en collectif. Donc, c'est pas de la fausse humilité de se dire oui, mais c'est pas moi. Non, c'est toujours, tu me verras rarement seul. Alors après, il faut avoir la force de réunir les gens aussi, les bonnes personnes. Hein. C'est aussi un atout. Mais j'ai cette faiblesse-là aussi de penser que qu'on est toujours plus fort à plusieurs. Enfin, l'union fait la force. Je suis ancré dans ce truc-là. Donc, s'il y a des choses qui m'ont souri, c'est souvent que j'étais pas seul. Et je suis souvent à péter la porte, à amener plein d'idées et à secouer. Et avec l'énergie dont tu as parlé tout à l'heure, je suis extrêmement déterminé et enthousiaste. Il y a un docu Arte qui est génial sur ça, sur finalement, est-ce qu'on est positif ou pas? Et je pense qu'il y a une part génétique. Bon, je pense que je suis quelqu'un de positif. Donc tu imagines que dans les moments moins positifs de notre société, ça m'affaiblit aussi. Mais du coup, je m'entoure de gens qui sont différents de moi constamment pour trancher à ma place ou pour dire Anto, ça c'est bien, mais peut-être dans un deuxième temps, m'équilibrer. Donc peut-être là, dans le cheminement, je me rends compte de la force des rencontres sincères, des gens qui vont aussi parfois pas forcément te dire ce que tu as envie d'entendre et pas forcément aller dans ton sens, mais qui vont te permettre de t'équilibrer un tout petit peu, voilà. Et pour ceux d'entre nous qui seraient peut-être moins dotés d'énergie, comme toi tu as la chance de l'être et qui ont moins cette capacité à courber le chemin à leur manière, à leur façon, qu'est-ce que tu aurais à leur offrir ou à leur proposer pour aussi trouver leur voie et prendre conscience de leur potentiel de transformation? Écoute, moi, c'est le combat de ma vie, c'est d'aller vers les gens qui nous ressemblent pas, plutôt que ceux qui nous ressemblent. C'est facile d'aller vers des gens qui nous ressemblent. Hein. D'ailleurs, c'est tout ce que je reproche à l'écosystème tech, c'est qu'ils sont entourés que de clones, tu vois. Donc en fait, tu penses en système fermé, la boîte est pas inclusive au in fine, ni leurs produits, ni tu vois. Donc alors que moi, là, à l'inverse, je me dis, si tu t'entoures de gens qui ne te ressemblent pas, et d'ailleurs, c'est même prouvé, c'est que la performance de produits qui ont été conçus par des gens qui se ressemblent pas, c'est qu'on a pensé l'inclusion comme quelque chose de fait. Donc j'ai plutôt envie d'inviter tes auditeurs à dire allez vers des gens qui vous ressemblent pas. Si vous êtes plutôt quelqu'un de l'ombre, de discret, entourez-vous de gens qui auront peut-être cette capacité à porter les messages, à se mettre plus en risque ou en exposition. Voilà, s'entourer de forces vives qui sont qui fait que vous devenez une personne complète. Ouais. Donc l'invitation, c'est plutôt aller chercher de prime abord des gens avec qui vous n'auriez peut-être pas d'affinité ou quoi que ce soit parce qu'ils sont vos opposés, mais où en fait vous complétez et il y a peut-être source d'opportunité là-dedans. Est-ce que tu peux, toi, nous parler des rituels ou d'habitudes ou d'influences? Tu parlais de rencontres tout à l'heure qui t'ont accompagné sur ton chemin et peut-être aidé à devenir qui tu es aujourd'hui. J'ai rencontré des personnes qui ont su voir des potentiels que j'avais pas. Je pense à un prof très tôt à l'IUT. C'est le moment où je redouble, où c'est une catastrophe. Et un prof de droit un peu plus créatif que les autres. Et c'est vrai que ça a été un éclairage extrêmement important pour moi parce qu'il m'a ouvert la voie de l'école de commerce, là où en fait c'était en tant qu'enfant, petite classe moyenne, où les parents te disent de toute manière on n'aura pas l'argent pour payer une école. La case était fermée dans ma tête. Et en fait, je me dis aujourd'hui, tout ce qui est mentorat, tout ce qui est capacité à un moment à éclairer certains jeunes potentiels, c'est essentiel. Et ça m'obsède aujourd'hui, en tant que dirigeant d'une petite structure d'insertion et associative, de me dire, il faut absolument que je puisse connecter les leaders qu'on rencontre avec des gens qui ont fait plus de chemin qu'eux, pour leur ouvrir des portes mentales, pour leur donner accès à du réseau, pour leur dire, tiens, ça, parce que parfois un conseil peut changer une vie, ou juste déloquer, tu vois, de dire juste, est-ce que tu t'es autorisé au moins à faire ton mail, ou aller l'adresser? Ah, j'ose pas. Ah, c'est compliqué. Ah, je sais pas trop, mais il va pas, mais j'ai rien à lui proposer. Tu vois, il y a ce syndrome de l'imposteur aussi. Ouais, bien sûr. Et donc, en fait, se mettre un peu en risque. Moi, mes premiers réseaux, c'était mes profs. J'ai networké littéralement avec mes profs. Et en plus, en IUT, comme en école de commerce, t'as beaucoup de pros qui interviennent successivement. Avec Mounira, celle avec qui j'ai cofondé l'asso, on a écrit un bouquin juste parce qu'un prof nous a dit, mais est-ce que vous avez essayé les éditions Erol,
qu'on connaissait pas. Lui connaissait les éditions techniques et Roll, et notre sujet était un sujet technique, et on a trouvé un éditeur comme ça. Donc je me dis, finalement, ceux qui réussissent dans leur projet, c'est aussi des gens qui vont se mettre en risque ou prendre au moins le risque de demander. Ouais. Mais je trouve que se mettre en risque de au moins demander, au moins poser la question. Et je dis souvent, il y a une règle en France. C'est le non, oui, oui. En France, tu as demandé un truc. Ah non, c'est compliqué. Ah non, c'est pas possible. Tu redemandes, on te dit le oui, c'est un peut-être. Et si tu re-questionnes, il y a peut-être un oui à la sortie. Donc ça veut dire qu'il faut demander 3 fois avant d'obtenir un oui. C'est terrifiant. Super type. Ouais. Donc la prochaine fois que vous avez une question à poser, posez-la 3 fois. Mais oui. Et ça va aussi dans le sens de quand on demande à quelqu'un comment il va. La première fois, il peut dire bah ouais ça va. Et puis la deuxième fois, ouais ça va, tu sais. Oui, et puis exactement. la troisième fois, c'est ouais bah en fait ça va pas. Ouais voilà. Et donc je pense que c'est important de creuser. Et ce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est essayons de sortir de notre zone de confort quoi. Et osons finalement aller à la rencontre de cette diversité. Les gens qui sont finalement le négatif de ce qu'on est pour rencontrer voilà, cette diversité, cette différence. Et je dis que les deux ont à apprendre, tu vois, là je suis en train de cogiter, alors j'ai eu la chance par mon parcours de rentrer dans certains cercles de dirigeants, peut-être dont la porte ne serait jamais ouverte si je m'étais pas, tu vois, mis en risque ou mis en position d'entreprendre. Là, le dernier, c'est le cercle Choiseul, l'Institut Choiseul. On aime, on n'aime pas. C'est une photo malheureusement un peu représentative de ce qu'est le CAC 40, donc majoritairement des hommes plus de 50 qui ont fait une grande école. Je dis malheureusement parce que j'adorerais qu'elle soit beaucoup plus représentative de la France, donc avec beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de diversité sociale, ethnique, culturelle, géographique, enfin bref, tout. Et c'est pas le cas. Et quand je navigue dans ce monde-là, le dernier projet que j'ai en tête, c'est du mentorat. Vraiment avec l'élite des patrons et l'élite des entrepreneurs qu'on accompagne. Je dis élite dans le sens potentiel, de se dire on a des super porteurs de projets qui n'ont pas souvent ces réseaux-là d'ouverts. Et je rêve de créer des ponts entre les deux réseaux parce que je me dis le patron a autant à apprendre que le jeune potentiel en termes de code, en termes de valeur, en termes de connaissance de l'autre. Moi, les entrepreneurs que j'accompagne, je pense à un garçon qui est génial, qui s'appelle Hicham, qui a créé une boîte qui s'appelle Kunto, K-U-N-T-O, pas la banque, mais une application en ligne pour les personnes en situation de handicap. Et ce garçon est formidable, que ce soit en termes de parcours, de valeur, de la mission qu'il s'est donnée, les garçons avec lesquels il bosse, tout l'écosystème qu'il a réussi à créer. Faire rencontrer ce garçon à un patron, c'est un cadeau. Et à l'inverse, pour lui, c'est un cadeau parce que c'est peut-être un nouveau réseau qui s'ouvre, etc. Donc, c'est ces ponts-là que j'ai envie de créer. Parce qu'en fait, je me dis, c'est pas l'un qui va apprendre à l'autre. C'est du reverse mentoring. Et souvent, on voit un truc un peu descendant dans le mentoring, alors que je me dis qu'en fait, on reconnecte des mondes. Voilà, pour que ça pète au cerveau, faut qu'on recrée des ponts, faut qu'on recrée du lien entre des gens. D'accord. Et comment t'expliques, alors même qu'on sait que la diversité est porteuse de richesse, on le voit dans les entreprises, dans les organisations, dans les collectivités, dans les communautés, pourquoi on n'assiste pas à une transformation plus rapide de la société pour intégrer cette diversité en son sein? Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise que ça concerne pas, qu'on n'a rien à foutre. Aussi simplement que ça. Il y a quelques dirigeants d'entreprise que je côtoie qui en ont fait une priorité parce que ça les concernait eux, parce qu'ils sont proches aidants, ils ont un enfant en situation de handicap, ils ont eux-mêmes un truc qu'ils ont mal vécu par rapport au système ou à leur migration aussi. Tiens, je suis fils ou fille d'eux. J'ai beaucoup de dirigeants aussi qui ont voyagé et donc qui ont vu d'autres cultures, UK, US ou d'autres pays. Et qui sont forts aussi de dire tiens en France il y a un truc c'est bizarre ça a pas transformé. Et tu me parlais du fait d'avoir bossé en Irlande, tu vois bien les différences managériales et culturelles où en fait c'est une préoccupation. Cette question d'inclusion est une question de bien-être au travail et pas un sujet isolé de oui mais alors c'est quoi on va mettre des quotas partout. Non, c'est bien plus performatif que ça, c'est bien plus créatif aussi dans la manière dont on va le faire, c'est se faire se rencontrer les gens. Donc le logiciel est aussi rouillé de ce côté-là et je rêve aussi d'une transformation de nos élites au sens qui est nouveau, du sang neuf dans l'ascenseur parce que je me dis en fait si on a des gens concernés, naturellement en termes de politique sociale, d'inclusion, etc., ce sera plus fort. Aujourd'hui, malheureusement, la RSE de l'entreprise est encore un truc très très légal. Quelle case on doit cocher? Et je connais malheureusement assez peu de boîtes innovantes. Il y en a quelques-unes qui font bien le taf. Je pense à AXA, je pense à d'autres boîtes avec lesquelles on bosse qui se bougent, mais elles sont très minoritaires par rapport au lot commun. Si tu avais quelque part un conseil à donner pour inclure plus de diversité dans les organisations, ça serait quoi en fait? Commencer par quoi? Systématiser la lutte contre les biais cognitifs. On en a tous.
Pour ça que tu te retrouves à avoir des managers qui ont leur mini eux à leur côté, tu vois. Brian qui a pris que des Brian, tu vois. Mais donc c'est humain. On prend des gens qui nous ressemblent, ça nous rassure. Voilà. Alors que si on a un peu travaillé sur ces biais inconscients, on a des milliers de biais. Hein. Tout ça est très documenté. Hein. C'est la sociologie des 50 dernières années à explorer les biais cognitifs. On est dans quelque chose où c'est le cerveau qui parle pour vous. En revanche, je pense qu'il y a tout un travail de formation que l'entreprise doit vraiment systématiser et répéter. On corrige pas ces biais en 2 heures avec un webinaire. Donc, je pense que s'il y a un vrai sujet, c'est ça. Et ensuite, c'est le proactif de dire qu'il faut que l'entreprise ait une âme et qu'à un moment, en tant que dirigeante ou dirigeant d'entreprise, je veux que ça change. Et donc, j'en fais mon combat et je l'ancre dans l'ADN de l'entreprise et je suis dans la durée ce que ça veut dire en termes de métriques, d'impact, etc. On en a parlé, tu as, dans ton parcours, rencontré des moments de doute ou d'incertitude, peut-être liés à des critiques ou des jugements que tu as pu recevoir sur ton chemin. Comment toi, tu les as adressés? Comment tu les as contournés, ces moments? Je les ai pas contournés. J'aurais préféré les contourner. Je pense que ça m'a permis de diagnostiquer peut-être quelque chose que j'ai laissé traîner, qui était l'hypersensibilité. Parce que en fait, ces critiques étaient tout à fait mineures, mais moi, ça m'a mis une gifle. Parce que je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai mal fait? Je pense que justement, c'est peut-être le quotidien de n'importe quelle personne qui crée, c'est de réussir à pas contourner, de traiter le problème. Là, le problème, c'était pas les gens les quelques personnes qui nous critiquaient, mais plutôt moi sur comment je gérais la critique ou l'adversité. C'est pas quelqu'un qui te met une pichenette qui doit te faire tomber, tu vois. Donc, je pense que le premier talon d'Achille de l'entrepreneur, c'est lui. La capacité à se gérer lui. Moi, j'ai aucune hygiène de vie. Je suis en train d'apprendre ce que c'est parce que j'ai eu un rythme complètement dément ces 7 dernières années. J'étais dans un truc très sacrificiel par rapport à la cause. Donc, matin, midi, soir, au service de la cause. Et en fait, si vous êtes cramé, si toi t'es cramé, si moi je suis cramé, on n'avance pas. Donc, faire du sport, manger sainement, essayer de bien dormir, être accompagné par des spécialistes. Et ça peut être un psy, ça peut être un coach sur... je sais pas comment je gère mes émotions. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de tabous là-dessus. Alors, soit c'est très cliché, mais bien sûr, je fais du yoga et machin. Et pardon, mais sans caricaturer, mais parce que Instagram est noyé de ce type de contenu un peu genre... ma vie, mon lifestyle, tu vois. Mais pour un entrepreneur, c'est plus tabou de se dire je travaille mes vulnérabilités ou je travaille ce qui ne va pas. Et donc moi, c'est plutôt un encouragement à tous ceux qui souffrent. Parce que tu souffres quand tu crées une structure, tu dors peu, tu vois peu tes proches, tu te ménages pas. De se dire la première valeur dans laquelle investir, c'est vous. Ouais. Se mettre le masque à soi-même avant de le mettre à... Il y a un tabou d'aller voir un psy en France, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a encore pas mal de tabous sur ça, sur la santé, et encore plus sur le sujet de la santé des entrepreneurs sociaux, parce qu'on entreprend, et en plus, c'est dans une logique d'intérêt général, donc on est encore plus vulnérable, quoi. D'accord. Quel impact, toi, tu dirais, ta transformation personnelle a eu sur toi-même dans un premier temps et sur les autres ensuite? En fait, c'est une phrase d'Obama. Tu disais en intro, j'ai eu la chance de rejoindre la Obama Foundation et il avait dit une phrase qui m'a marqué. Il disait qu'un leader, c'est quelqu'un qui aide les autres à être meilleurs. Et je trouve que ça remet en perspective la responsabilité d'un leader. Donc, si tant est que je sois un leader ou d'autres lead des mouvements ou quoi que ce soit, parce que tu deviens un leader à l'instant où tu as la prétention de monter quelque chose qui embarque les autres. Donc, si tu es dans cette position-là, ça veut dire que les gens vont regarder tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, et analyser s'il y a une trajectoire, s'il y a une colonne vertébrale, s'il y a une continuité, Vision. si c'est une vision, s'il y a une vision, si c'est sincère, si c'est honnête, si c'est intègre. Donc ça veut dire être droit, aligné. Et donc moi, je travaille quotidiennement là-dessus parce que je veux pas décevoir, parce qu'il y a des gens qui ont fait confiance en cette vision qu'on a eue avec Mounira il y a 8 ans et je veux être fidèle à cela et ne pas dériver. Ce que ça m'a appris, c'est comment on reste aligné. C'est clair. En termes d'impact, on peut aussi parler, c'est peut-être le bon moment de le faire, de Diversity Days, qui a eu un impact sur la vie de centaines, si ce n'est de milliers de personnes. Peut-être est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de la vision de Diversity Days que tu poursuis au travers de cette association et les accomplissements que tu as pu avoir? Ouais, complètement. Écoute, la vision, elle n'a pas trop bougé. C'est comment la tech peut être un ascenseur social au service de gens qui ont envie d'entreprendre ou au service de gens qui veulent se reconvertir professionnellement. La seule différence, c'est que peu à peu, il y a des boîtes et des partenaires et bénévoles et des ressources qui sont venus rejoindre la dynamique. Ça s'est pas fait tout seul. Hein. En tant qu'entrepreneur social, je trouve que
on devrait beaucoup plus être soutenu, tu vois, naturellement par l'État, parce que l'air de rien, on fait une part du taf, quoi. Mais l'instant où tu commences à avoir un petit peu d'impact, je trouve que on a une difficulté quand même à accélérer des projets qui servent l'intérêt général. Ouais, c'est une forme de mission de service public. Bah ouais, c'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce changement d'échelle, ce qui m'a le plus marqué, je pense, alors on a un programme historique qui est un programme d'accompagnement des entrepreneurs. La bonne nouvelle, c'est que dans quelques mois, on a un gros partenaire public pour le coup qui va venir accélérer ce programme-là. C'est un programme qui fait 120 heures à la base et donc c'est vraiment redonner des règles du jeu sur le réseau, le financement, la visibilité, le mental aussi de l'entrepreneur. Il y avait quelqu'un qui nous a dit, tiens, c'est marrant, telle structure, elle m'a donné un peu les bases de l'entrepreneuriat et vous m'avez permis de travailler mon leadership en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire ma capacité à être un leader dans l'entrepreneuriat. C'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. Mais ça veut dire plein de choses. Ça veut dire travailler sur le pitch, la posture entrepreneuriale, l'alignement, les valeurs, tout ce dont on se parle là dans ton podcast. Deuxième chose sur le programme d'aide à la reconversion, ça a été alors pour le coup une parenthèse enchantée parce que ça aurait pu être un cauchemar, hein, pleine période Covid, je remets dans le décor, mais 2020, tout le monde se dit mais qu'est-ce que je vais faire, hein. Est-ce que j'ai encore un travail? Est-ce que je vais être encore utile? Il y a énormément de gens qui se sont interrogés aussi sur leur sens. Et nous, assez paradoxalement, on était déjà là-dedans dans le fait de rendre service aux gens, mais pas du tout sur de la reconversion pro. Et à ce moment-là, on s'est tous questionnés sur, OK, c'est quoi la mission de l'asso? On a imaginé ce dispositif qui s'appelle Déclic numérique. Et on s'est dit, dans un temps très court, c'est comment on informe des gens qui veulent se reconvertir dans la tech, de savoir c'est quoi les métiers, c'est quoi les formations, comment je m'y forme, comment je m'y prépare, combien ça coûte, combien de temps ça prend. Lever tous les doutes de l'accompagnement sur de la reconversion professionnelle. Donc, c'est un programme qui s'est matérialisé en une 40aine d'heures de montée en compétences. Et il y a 13 000 personnes qui sont passées par ce dispositif depuis 4 ans. La chance qu'on a aussi, c'est que on a tout fait pour que ça parle à des gens qui sont sous-représentés. Et les résultats sont là. Tu as à peu près 65% de femmes, 15% de personnes en situation de handicap, beaucoup de personnes seniors, 25% de personnes en RSA, 25% de personnes qui sont en quartier ou zone rurale. Donc on a attiré plein de gens qui n'étaient pas attirés par ces métiers. Et tu en as à peu près la moitié qui ont repris la route des études. Donc ça, c'est la plus belle surprise parce que tu fais ça pendant 2-3 ans. Après, tu fais une mesure d'impact, tu regardes ce que les gens deviennent et en fait, tu vois que ça a doublé la proportion des gens à reprendre les études. Et mon dernier combat, c'est qu'en fait, tous ces gens-là, faut qu'ils trouvent un taf après. Vu l'état des discriminations, vu l'état lié par exemple rien qu'à l'âge, tu vois, les 2 critères limitants aujourd'hui dans la tech, c'est l'âge et le niveau de diplôme. Donc les gens reprennent les études, sauf qu'ils changent pas d'âge. Donc, tu vois, il y a encore énormément de choses à changer dans le logiciel français pour que les boîtes fassent confiance à des profils en reconversion. Enfin, c'est un challenge du quotidien. Mais donc, ouais, l'impact était démultiplié et j'ai conscience que c'est la force du collectif et c'est pas de la fausse humilité, hein. C'est que tu mets bout à bout et tu dis, lui, c'est 2%, 5, 3, 4. Et à la fin, ça fait 100%. Ouais. D'accord. C'est ça. Anthony, quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation personnelle, qui serait pas aussi avancé dans le chemin que tu peux l'être toi? Je suis un peu paradoxal sur la réponse parce que j'aurais dit n'écoute personne, parce que dans les personnes heurtées qui vivent des discriminations, et encore plus si elles n'en sont pas forcément conscientes, elles vont rencontrer des gens qui seront là plutôt pour lui mettre la tête sous l'eau. Là, il y a une gamine qui m'a contacté il y a pas longtemps. Je pense que je suis un super miroir pour elle. Elle m'a attrapé par la chemise. Elle m'a dit, toi, j'ai compris que tu me comprenais, donc on va se parler et j'ai besoin que tu me donnes des conseils. Elle pourrait se dire, OK, j'ai été humiliée, je reste dans mon coin, mais elle s'est dit, bon, je vais me battre parce qu'elle connaît un petit peu sa valeur, elle a un peu de fierté quand même et elle est prête à se battre. Mais t'as tellement de gens dans ton parcours qui vont te dire, attends, mais ce que tu fais, j'y crois pas du tout. Là encore, un grand projet qu'on mène avec l'asso. Les derniers trucs qu'on m'a dit, c'est loufoque. C'est non. Plutôt un compliment. Le meilleur compliment qu'on m'a fait, c'était de dire, t'es un forceur. C'était dans une grande banque. On m'a dit, vous êtes vraiment un forceur. Je dis, OK. Puis en fait, je me suis dit, c'est un compliment parce que oui, c'est vrai. Je force à chaque fois parce que je me dis, de toute manière, si tu forces pas le destin, il y aura personne pour t'y encourager. C'est la culture du merci, mais on vous revient. Tu vois, on reviendra vers vous. Donc, d'un côté, j'ai envie de dire n'écoutez personne, et de l'autre, essayez d'aller vers les personnes qui vous encouragent le plus, qui vous tirent vers le haut, des bonnes. Moi, je les appelle les bonnes fées.
On n'en rencontre pas beaucoup sur son parcours, mais généralement, elle clignote, tu vois, c'est évident. C'est des gens qui ont un peu d'écoute, un peu d'empathie et de respect, qui ont envie tu vois, de t'apporter de la force. Il y en a pas 50 000, mais une fois que tu es arrimé à ce genre de personnes, ça peut changer ton destin. Ouais. Et donc, pour ça que je dis, allez à la rencontre, parce que c'est pas la somme des gens que vous allez rencontrer, c'est rencontrer la bonne personne, les quelques bonnes personnes sur ton parcours, quoi. Ouais, donc une écoute, mais plutôt sélective, quoi. Écouter les bonnes personnes. Bah, ceux qui te tirent vers le haut. Ouais. Je te dis pas ceux qui te disent que t'es bon en tout et que tu vois, mais ceux qui t'écoutent un petit peu, qui te respectent, c'est la dignité, c'est pour moi, c'est la condition sine qua non à ce que la relation fonctionne. Ouais. Et ensuite on avance. Mais c'est super de savoir comment reconnaître les bonnes personnes à écouter et te dire, voilà, ceux qui finalement me respectent et font preuve de dignité. Je trouve que c'est un super critère de sélection. En tout cas, l'inverse fait que pour des personnes, on les appelle pas tout le temps en France les minorités, mais moi je me range dans cette catégorie. Je suis une personne LGBTQIA+, je suis entouré de personnes racisées, de personnes qui ont vécu des discriminations, et je vois bien que on a en commun les humiliations. On nous a ramenés souvent à notre place, on nous a souvent humiliés par des remarques très caractérisées qui te font comprendre que t'es pas le bienvenu ici. Et ça peut t'enfermer. Et ça peut te péter le parcours de quelqu'un. Parce qu'à un moment, la personne, elle se dit, mais ok, bon, ben, en fait, ils sont tous comme ça. Bon, bah, j'ai pas ma place ici. Et puis, la personne dont je te parle, elle habite pas en France. Elle est étudiante étrangère ici. À tout moment, elle retourne chez elle et elle va faire un job qui lui plaît pas. Alors qu'elle a tout le potentiel à plutôt s'élever socialement, à gagner convenablement sa vie et occuper un poste à responsabilité. Donc, voilà. N'écoutez pas les gens qui ne vous veulent pas du bien. Grand apprentissage de mes 37 années de passage sur Terre. Ok, Anthony, on approche à la fin de notre conversation. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais aborder, peut-être un sujet qui te tient à cœur ou ton actualité qu'on n'aurait pas abordé, que tu souhaiterais évoquer ici? Écoute, ça fait quelques années maintenant que l'ASSO, on réfléchit à comment on arrive à changer un peu le narratif sur nos questions d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations. Le sujet n'est pas positif, ça va pas bien. Globalement, enfin, tu vois, si on sort quelques statistiques, t'as un Français sur deux, un actif sur deux qui redoute d'être victime de discrimination. T'as une France qui a jamais été autant polarisée de gens qui ont même plus envie de se croiser ou se parler. Donc, je pense qu'on vit une période compliquée et paradoxalement, il existe des milliers de personnes qui nous laissent aussi enthousiastes sur l'avenir de ce pays, sur les solutions d'égalité des chances. Ça peut être une petite asso, ça peut être un dispositif, une innovation, un entrepreneur social qui a monté une appli pour aider tel ou tel type de population ou de public. Donc moi, ces gens-là me tirent vers le haut. Ces gens-là me donnent envie de me bouger. Ces gens-là me donnent envie de créer ce grand rendez-vous qu'on est en train d'essayer d'imaginer l'année prochaine, qui va s'appeler Unique au pluriel. Ce sera 2 jours au Parc Floral. On a privatisé tout le Parc Floral pour créer pour la première fois en France le grand rendez-vous de l'égalité des chances et montrer qu'en fait, même si ça va pas très bien, bah, qu'il existe plein de solutions et que pour toutes ces personnes qui ont besoin d'être soutenues, d'être accompagnées, bah, qu'il y a des gens pour les aider. D'accord. Et changer de narratif pour plus qu'on soit dans le ouin-ouin, mais plutôt dans la solution. Et quand je dis ouin-ouin, c'est parce qu'on aura toujours des gens, et c'est bien aussi qu'on ait l'état des lieux de ce qui va pas, c'est même essentiel. Mais quand est-ce qu'on passe à l'action? Quand est-ce que le sujet de l'égalité des chances et de la lutte contre la discrimination rentre dans l'agenda politique, avec des vraies mesures et pas des mesurettes, et pas un truc un peu distillé? Comment on fait corps ensemble en tant qu'acteur associatif? Comment on se bouge le cul pour que en France, il y a des vraies séquences sur nos sujets et que ce soit plus le dernier thème à l'agenda. Parce que ça glisse de mandat en mandat, de remaniement en dissolution, sauf que nos sujets sont pas à l'agenda. Et donc, quand le président dit alors on fait quoi, il y a personne pour parler d'une voix commune. Donc, mon obsession, c'est un peu celle-ci, essayer de faire en sorte qu'il y ait une voix d'acteurs engagés, qui ont des idées et qui les défendent ensemble. D'accord. Donc, grand rassemblement l'année prochaine, on a des dates déjà? Oui, ce sera en mai. On va tout annoncer début d'année prochaine. D'accord. Super. Bah, écoute, on attend ça avec impatience. Alors, Merci. c'est pas tout à fait fini, Anthony, puisque avant de se quitter, je vais te soumettre au feu nourri de questions que j'appelle les questions mitraillettes. Alors, l'idée, c'est de répondre au maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? Je vais essayer. Ok. Qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Alors, je lis Roro le Costaud. C'est un YouTuber qui parle de son accident et comment il s'est réadapté dans une vie tout autre. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Moi, je suis très roman et je suis plutôt Billy Elliot. C'est un livre qui a beaucoup marqué ma vie. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Je suis très rap français, moi. La chanson s'appelle mais c'était une trend TikTok pour ceux qui connaissent. Yuka, ça s'appelle Youka, pas comme l'appli. Quelle est ta citation préférée?
C'est une citation de René Char que j'aime beaucoup qui dit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » C'est une petite leçon de vie pour ceux qui doutent de ton potentiel. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? En fait, j'ai arrêté d'être inspiré par les personnes parce qu'on est toujours déçus. Je trouve que l'abbé Pierre, tu vois, était une personne que j'ai beaucoup admirée dans son engagement, dans sa dévotion, et en fait, il est décevant. Je préfère m'attacher à des projets qu'à des personnes. Que voulais-tu faire quand tu étais petit? Je voulais travailler sur un bateau de pêche et après, j'ai voulu être cuistot et maintenant, je suis entrepreneur dans le social. Rien à voir. Comment commences-tu ta journée? À dire à tout le monde, j'espère que vous êtes chaud parce qu'aujourd'hui, ça va, ça va envoyer. Quel talent aimerais-tu avoir? La paresse. Quelle est ta plus grande force? La détermination. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Les autres. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? T'es plus intelligent que tu l'imagines. Quelles sont les 3 choses que tu emporterais sur une île déserte? Mon téléphone, des potes et des gens qui font des trucs cool. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Dormir. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Qu'il fallait que je sois moins naïf. J'ai des parents que je remercie quotidiennement de nous avoir donné des bonnes valeurs, mais qu'on trop pensait que la méritocratie existait. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? L'individualisme. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? La rencontre des gens. Il y a de l'espoir quand tu vois vraiment les gens et que tu parles avec eux. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Pas comme quelqu'un d'utile. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Le jour où j'ai considéré que c'était plus la cause qui me boostait plus que le reste. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? J'aurais l'auto. Non, mais c'est vrai, je cours tout le temps après le fric pour nos projets. Donc, je me dis, si à un moment je gagne au loto, je demande plus l'avis de personne et on fait, quoi, tu vois. On perd pas de temps à aller chercher du cash. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? Ah, tu vaux bien mieux que ce que le système scolaire a pensé de toi. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Alors, j'ai envie de te proposer 2 personnes pour lesquelles j'ai énormément d'estime. La première, ce serait Faria Shah, et elle est en train de monter une boîte dans l'intelligence artificielle. C'est une femme assez incroyable. Et la deuxième, il s'appelle Hicham Housseni. Il a créé Kunto, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il a un parcours un peu hors norme, avec des valeurs que j'adore. Et surtout, il a raflé à peu près tous les prix de l'innovation, de l'inclusion, du handicap, de l'handitech sur les dernières semaines, derniers mois. Il fait complètement partie des gens pour lesquels je me lève le matin. Excellent. Merci Anthony, merci pour ton témoignage inspirant et aussi merci pour l'impact que tu peux avoir au travers de Diversidays et surtout ton énergie et ta détermination au quotidien. On lâche rien. Merci Thierry et bravo pour ton rendez-vous, je kiffe. Au suivant. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Anthony. Premièrement, pour avancer, la première valeur dans laquelle nous devons investir, c'est nous-mêmes. Prendre soin de notre santé physique et mentale est essentiel pour accomplir nos objectifs. Nous ne pouvons pas porter un projet ou soutenir les autres si nous ne prenons pas d'abord le temps de nous ressourcer et de nous fortifier. Deuxièmement, nous devons chercher à nous entourer de personnes qui ne nous ressemblent pas. Ce sont souvent ceux qui sont différents de nous qui apportent les perspectives les plus précieuses et qui nous aident à grandir. Trouver cette complémentarité est essentiel pour progresser. Troisièmement, le système dans lequel nous évoluons ne définit pas notre valeur. Ne laissons jamais un parcours scolaire ou professionnel difficile nous faire douter de notre potentiel. Il est crucial de croire en nous et de continuer à aller de l'avant. Quatrièmement, pour réussir nos projets, apprenons à ne pas nous arrêter au premier non. Souvent, il suffit de persister, demander une première fois et obtenir un non, puis un oui, c'est-à-dire un peut-être, et enfin, obtenir un oui. La persévérance dans nos demandes finit par ouvrir des portes que l'on pensait fermées. Et enfin, sur nos chemins de transformation, nous rencontrons parfois des bonnes fées. Ces personnes rares qui, par leur bienveillance et leur écoute, nous aident à avancer et à croire en nous. Apprenons à reconnaître ces alliés précieux et à nous entourer de ceux qui nous élèvent et nous encouragent à donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.